Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'amiral anglais, Horatio Nelson. Fils d'un pasteur de comté de Norfolk en Angleterre, il était tellement chétif et sans souffle qu'on le crut condamné à une fin rapide. On le nomme Horatio, échappant par miracle à la mort, il grandit difficilement. D'une ténacité, d'un caractère étrange et d'un orgueil farouche, il s'impose son autorité pour devenir une légende et le plus grand amiral de tous les temps. Vous voulez en savoir plus sur Horatio Nelson? Venez avec moi. Horatio Nelson est né à Burnham Thorpe en Angleterre du révérend Edmund Nelson et de Catherine Nelson, petite nièce de Robert Walpole, premier comte d'Oxford. Sa mère est décédée quand Nelson avait 9 ans. En 1770, âgé de 12 ans et respectueux de la hiérarchie familiale, Horatio charge son frère d'une mission. Voulez-vous faire savoir à notre père que je désire être marin? Le pasteur s'adresse pour son fils à son frère qui était marin du roi, commandant le raisonnable vaisseau de 64 canons. Au printemps 1771, Nelson embarque comme mousse. Novice puis pilotin, enfin officier et gravissant rapidement les grades lors d'expéditions lointaines, Horatio Nelson obtient son premier commandement en 1777 à l'âge de 20 ans. Durant ses 8 dernières années de navigation, il avait beaucoup souffert, mais aussi beaucoup appris, malgré une santé précaire et un incurable mal de mer. Sa frégate participe durant 5 mois à une opération sur la rivière Nicaragua. Des 1800 hommes de troupes, seulement 380 survécurent à la malaria et aux fièvres des marais. Ayant rejoint le bord, 87 se couchent et meurent. Seulement 10 en réchappent, dont Horatio Nelson, presque agonisant, qui doit être rapatrié d'urgence. À peine rétabli, il reprend la mer pour 2 expéditions coupées par un voyage en France, afin d'y perfectionner sa maîtrise de la langue. Considérant son séjour dans le royaume de France avec mépris, il déclare alors: Je déteste le pays et ses mœurs. Il ne se séparera jamais de cette détestable opinion. De 1785 à 1787, il croise aux Antilles, où ses sentiments belliqueux pour tout ce qui l'entourait subirent une miraculeuse mutation au bénéfice des femmes, qu'il n'avait jamais sans doute eu encore le temps ni la santé de connaître les plaisirs de l'amour avant l'âge de 28 ans. Ce fut sous les formes harmonieuses d'une très jeune veuve, Fanny Nesbet, mère d'un garçon de 3 ans. Il l'épouse et l'emmène en Angleterre au presbytère natal en attendant un nouveau commandement qui ne vient qu'au bout de 5 ans. Avec la Révolution française, la guerre avec l'Angleterre recommence. Et Nelson accepte avec empressement le commandement de l'Agamemnon, vaisseau de 64 canons de l'escadre de la Méditerranée sous les ordres de l'amiral Hood. En septembre 1793, il reçoit l'ordre de porter des dépêches à Sir William Hamilton, ambassadeur de Sa Majesté britannique près de la cour de Naples. Les royaumes de Naples et de Sicile étaient alors gouvernés par les Bourbons depuis 1734 et avaient pour roi Ferdinand IV. Mission sans éclat qu'il accepte d'accomplir avec ennui. Se présentant à l'ambassade, Sir Hamilton le reçut lui-même. Nelson en fut extrêmement surpris. Avec ce diplomate de 74 ans, fort intelligent et spirituel, se crée aussitôt un attrait réciproque, au point que l'ambassadeur convia le visiteur au dîner le soir même. Il annonça ainsi à son épouse Emma, son invitée. C'est le capitaine Nelson, il est petit, n'a presque pas de cheveux, bref, il est loin d'être trop beau, mais j'en suis sûr, il ira loin. Il a en effet 37 ans. De fait, 10 ans auparavant déjà, alors qu'il n'avait que 25 ans, le futur roi Guillaume IV d'Angleterre, l'ayant rencontré, avait été étonné de son apparence. C'était le plus jeune et le plus petit capitaine que j'eusse encore vu. Il portait un habit galonné sur toutes les coutures. Ses cheveux plaqués et sans poudre étaient retenus dans une queue à l'allemande très serrée et d'une longueur extraordinaire. Les pans de sa veste découpés sur un vieux modèle ajoutaient à la bizarrerie de sa tournure et faisaient de lui un être passablement excentrique. À mesure qu'Horatio Nelson avançait en âge, ses cheveux roux étaient devenus rares. Ses épaules étroites s'étaient encore rétrécies. Sa longue figure s'était allongée, l'aspect charnu de sa bouche s'était accentué, dévoilant chez ce marin une évidente sensualité. C'est dans cet état physique, fort peu séduisant, qu'en entrant dans le salon de l'ambassade pour y dîner, il rencontra Lady Emma Hamilton. Mais qui était donc cette Lady Hamilton dont Nelson tomba aussitôt irrésistiblement amoureux? Mais sans pouvoir y donner suite, faute de temps. Aurait-il seulement été écouté? Sans doute pas, car Lady Hamilton avait d'autres sujets de satisfaction.
À Naples, elle était célèbre pour sa beauté. Les peintres se disputaient pour avoir l'honneur de peindre cette éblouissante femme aux allures de grande dame à la conversation captivante. Nelson dut la prendre pour la descendante d'une illustre lignée de nobles britanniques, confirmée par son mariage avec le très digne Sir William Hamilton. Sut-il qu'elle n'était que la fille d'un paysan misérable qui à 10 ans trayait les vaches et faisait la lessive? Sa juvénile splendeur lui avait fait abandonner la ferme pour aller à Londres, faire servir sa beauté à son élévation, femme de chambre, vendeuse dans un magasin, pensionnaire dans un couvent hospitalier, maîtresse d'un capitaine de vaisseau qui lui donne un enfant, puis d'un vieux baronnet, enfin du neveu de Sir William Hamilton, sans fortune mais noble. Sir Hamilton convola donc en noces avec Emma, qui, devenue riche et noble, fait valoir en outre sa beauté et son esprit à la cour de Naples. La guerre ayant ses impératifs, il fut envoyé aussitôt de Naples en Corse où un certain Pascal Paoli menait campagne contre la France pour l'indépendance, et pour y parvenir demandait le secours des Anglais qui ne demandaient pas mieux. Au siège de Calvi, un boulet français tombe près de Nelson avec une forte explosion et plusieurs projections de pierre. Se croyant seulement égratigné, il y retourne au combat, mais il constate rapidement la perte de son œil droit. À cette même époque, l'Espagne entraînée dans la guerre contre l'Angleterre car alliée à la France. Le 14 février 1797, l'escadre anglaise se trouve face à une armada espagnole au large du cap Saint-Vincent, pointe extrême sud du Portugal. Nelson commandait le vaisseau, le capitaine. Son escadre comprenait 15 navires contre 27 espagnols. Prenant le risque maximum, il bondit sur ses adversaires, disloque leur ligne de bataille et obtient une victoire si totale que l'amirauté lui accorde le grade de contre-amiral. Son épouse, Lady Fanny, lui écrit pour l'inciter à arrêter ses prouesses mortelles. Conseil parfaitement inutile, d'autant qu'un galion espagnol chargé de trésors approchait de Santa Cruz de Tenerife, la plus grande île des Canaries, possession espagnole. Nelson est résolu à s'en emparer. Arrivé devant le port ennemi, il décide dans la nuit du 24 juillet 1797 de conduire lui-même le corps de débarquement. Au cours de la descente à une terre, une slave de projectiles à mitraille s'abattit sur la chaloupe par tribord. Tous les hommes assis vers la poupe eurent le côté droit criblé, dont Nelson. L'amiral s'écroule et déclare « Je suis un homme mort ». Il est emmené immédiatement sur son navire, où l'on constate l'arrachement du coude droit. Le chirurgien prépare ses instruments et tailla dans les chairs, séparant le bras droit du corps mutilé. Quand l'opération fut achevée, Nelson, qui n'avait jamais perdu connaissance, commanda d'une voix ferme de jeter ce bras inutile à la mer. Se voyant fortement diminué par deux infirmités majeures, il écrit quelques jours plus tard à l'amiral Jarvis, dont il dépendait. Je suis devenu un fardeau pour mes amis, un être inutile pour mon pays. Un amiral manchot ne saurait être bon à quelque chose. Rentré à Londres, accueilli par des foules enthousiastes, il obtient une pension de 1000 livres et se repose. À peine remis de ses souffrances, coup de théâtre. Au printemps 1798, un an après son amputation, l'amirauté le rappelle à l'activité et lui offre le commandement en chef d'une escadre comprenant 3 vaisseaux de ligne, 4 frégates et un bateau de liaison entre les navires de l'escadre, avec pour mission de découvrir ce que Bonaparte prépare en secret dans le port de Toulon. Par la suite, Nelson détruit la flotte dans la rade d'Aboukir, à l'exception de 3 vaisseaux sous le commandement de l'amiral Villeneuve, qui parvient à s'échapper. L'Angleterre et ses alliés en font le plus grand héros maritime de tous les temps. Le roi le fait baron du Nil, une pension de 2000 livres et les plus grands honneurs lui sont accordés. En 1798, Horatio Nelson, qui a dépassé la quarantaine, est promu amiral. En 1805, Napoléon est lancé à la conquête de l'Europe, chose que veut empêcher l'Angleterre. Pour la détruire une fois pour toutes, il rassemble dans les ports de Boulogne une prodigieuse flotte de débarquement prêt à envahir l'Angleterre. À cet effet, la flotte de Toulon, commandée par l'amiral Villeneuve, le rescapé d'Aboukir, reçoit l'ordre de se regrouper avec la flotte espagnole basée à Cadix et de gagner le port de Brest pour bloquer en Atlantique les escadres anglaises. Ce qui fut fait, mais l'amirauté britannique, avertie, décide d'arrêter cette armada. Et pour y parvenir et la détruire, il fait appel au plus valeureux des marins, dont le seul nom glace d'effroi les équipages adverses, le vice-amiral Horatio Nelson. Le 13 septembre 1805, l'amiral Manchot et Borgne, atteint de l'autre-œil d'une demi-cécité, âgé de 47 ans, ne peut refuser ses terres cigogneurs.
Il embarque sur son navire amiral, le Victory. L'amiral Villeneuve partage le commandement avec un amiral espagnol dont les relations sont particulièrement difficiles, du fait de la langue et de l'incapacité des marins espagnols. Napoléon somme Villeneuve d'agir le plus rapidement possible, le menaçant même de le remplacer. L'honneur de Villeneuve, brillant officier, est mis en péril. Adoptant une solution désespérée, il ordonne la sortie de la rade et pour tromper l'ennemi se dirige vers le sud, tandis que Nelson l'attend vers le nord. Le 19 octobre à 9h30, Nelson est prévenu de la manœuvre des Franco-Espagnols. L'ordre est donné de les rejoindre. En attendant, il descend dans ses appartements et se met à rédiger son testament. Après quoi, s'étant revêtu de son plus bel uniforme, chamarré et armé, couvert de toutes ses décorations, il monte sur la dunette de commandement et mène le combat. Cela se passe au cap Trafalgar, au sud de Cadix, et la victoire, qui fut une des plus grandes de l'histoire britannique, porte désormais ce nom. Nelson met au point une stratégie astucieuse en percutant de côté les navires afin de couper la flotte ennemie en deux. Heureux et sans souci de la mitraille, Nelson allait et venait sur sa dunette, lorsqu'un marin français, intrigué par cet officier gesticulant d'un bras et vêtu comme à la cour, le vise et l'atteint d'une balle meurtrière à la colonne vertébrale. L'amiral s'affaisse au pied de son commandant de bord, qui le fait transporter d'urgence à l'infirmerie, où il fut rejoint par l'aumônier. Sa respiration devient rauque, sa vue se voile, il se sent perdu et donne ses dernières instructions. Il rend le dernier soupir à 4h30. On ramène son corps en Angleterre, conservé dans un fût d'eau-de-vie. Nelson eut des funérailles nationales. Le nom de Trafalgar fut donné à une place de Londres, où s'élève sa statue au sommet d'une colonne de la hauteur du mât du plus haut du Victory, et elle y est toujours. Comme on l'a vu, Horatio Nelson s'est illustré pendant les guerres de la Révolution française et napoléonienne, notamment à la bataille de Trafalgar où il remporte une victoire décisive pour la Grande-Bretagne qui préfigure la suprématie de la Royal Navy. Mais en même temps, de sa victoire, il y perd la vie, entrant un peu plus dans la légende. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.